quel est le conseil que tu peux partager, par exemple, à Vital Caméré, aux membres du gouvernement et à tous ceux qui veulent recevoir de toi un apport pour faire le choix judicieux concernant les investissements en République démocratique du Congo? Moi, je crois que pour l'instant, il faut changer beaucoup de choses. La politique macro en interne, d'abord, en premier lieu, querer politique, c'est déjà pas bon. Il faut éviter ça. Il faut investir localement dans des entreprises créatrices de richesse. Je peux donner un exemple simple. L'État congolais n'a pas l'argent. Mais la seule solution, il y a des entreprises qui sont créatrices de richesse pour l'instant, c'est les télécoms. Pourquoi pas prendre 10% dans chaque entreprise de télécom? Si l'État congolais dit 15%, 15%, il a 60% des 4. C'est-à-dire qu'il y aura une liquidité permanente tout le temps des dollars qu'on peut en avoir. Les pays développés, l'État intervient au moment où tous ceux qu'ils ont cultivés, ils n'arrivent pas à produire, à écouler. Et c'est là l'État peut intervenir en subventionnant quelques agriculteurs avec, ou par crédit d'impôt, beaucoup de subsidies un peu dans l'air, ils n'arrivent pas à se faire financer ou rembourser un peu des crédits. L'État peut intervenir à ce moment-là. Mais pour l'instant, l'État n'a rien à voir. Parce que si vous engagez l'État dans cette histoire, je reviens encore une fois, il y avait Bukangalunzo, si c'était en privé, ça allait exister jusqu'à présent. Il y a eu dans les temps de Mobutu, beaucoup de choses qui se sont passées. Et maintenant, j'entends parler aussi, le président Tshisekedi est là, il y a eu même des plans agricoles. Si je reviens un peu à dire que si vous y allez poser la question au ministère de l'Agriculture, combien de milliards ont été déboursés déjà depuis 4 ans jusqu'alors? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le secteur ne... Oui, mais je me souviens encore, je regardais, c'était le 2 octobre, comme ça on a fait une émission avec vous, 2022, il y a eu 14 à 16 milliards, comme tout le monde applaudissait, tout ça. Moi, je vous ai dit, c'est impossible. J'ai impossible. Les gens m'ont taxé de tous les noms. Oui, on peut avoir 20 milliards, 30 milliards, si on arrive à bien travailler. Mais ce n'était pas possible à cet instant-là. Parce que le budget, moi, je donnais un conseil aujourd'hui, il faut retenir ça aussi. Un budget, c'est qu'on soit négativement pour être surpris positivement l'année de l'exercice. Il faut qu'ils retiennent ça. Faisons un budget négativement, proposition négativement, pour être surpris positivement l'année des exécutions. Mais il ne faut pas faire le contraire. Si vous croyez que ça va y aller, parce que vous dépendez plus de l'importation, l'exportation plutôt de vos minéraux, par rapport à la production nationale. Donc, ce qui sera difficile demain de s'en sortir. Qu'est-ce que l'FPI devait faire? FPI devait faire comment? FPI, d'abord, quand je donne 100 000 $ à M. Saint-Forin pour son entreprise, je lui dirai comment. Mais si je trouve qu'il n'arrive pas à s'en sortir, je vais faire comment? L'FPI va en faire à ce qui est une autre ingénierie financière. C'est-à-dire qu'il peut dire à l'entreprise Saint-Forin, disons, M. Katende, je vous ai donné 100 000, vous êtes incapable d'acheter ou de rembourser. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, OK, il entre dans le capital de l'entreprise de FPI, de M. Saint-Forin. L'FPI entre dans votre capital, c'est-à-dire qu'il prend peut-être 10% par rapport à l'argent que vous octroyez. Et cela vous pousse quoi? À ne plus rembourser pour un certain temps. Si l'entreprise devient demain productrice, il y a la croissance demain, l'FPI, au bout de 2-3 ans, il dit, OK, moi je quitte la navire, je prends mon...
De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine One Day, One Way depuis les États-Unis d'Amérique, où nous recevons Aimé Lambala, expert financier établi à Paris. Aimé Lambala n'est plus à présenter. Il a plusieurs casquettes et même nous l'appelons enseignant. Nous l'invitons dans nos programmes pour ses analyses pointues dans les questions de gestion financière, de croissance et de développement. Aimé Lambala, nous vous saluons. Bonjour aux Ephoriens, très content donc, de participer de temps en temps à l'émission. Donc encore une fois, bien des bonnes choses et bon vent à cette émission. Merci beaucoup et merci parce que tu vas nous partager ta vision. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là pour donner des propositions dans les domaines qui permettent aux personnes qui y travaillent de trouver des solutions pour la population congolaise et pourquoi pas pour le monde entier. RDC, 1 milliard de dollars nécessaires pour appuyer le plan agricole selon Vital Kamerhe. Est-ce que le plan agricole peut être mis en place en République démocratique du Congo? Est-ce que toujours cette formule de plan agricole qui est initiée par le gouvernement, par l'État, est-ce que dans d'autres pays dans le monde, une telle manière de penser ou d'agir a réussi? Nous comparons ce qui est comparable pour pouvoir dire si les thèses énoncées sont susceptibles de trouver gain de cause. Aimé Lambala, vous avez suivi cette saga en République démocratique du Congo, la rareté des denrées alimentaires, notamment celui du maïs dans le Grand Katanga ainsi qu'au Kasaï. Et cette rareté fait que le VPM, Vital Kamerhe, lors de son point de presse avec Patrick Mouyaya, sort le grand jeu. Il faut 1 milliard de dollars pour relancer l'agriculture en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons échanger avec vous. Aimé Lambala. Oui, merci, Sépharien. Donc, j'ai suivi comme vous aussi le vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe. Donc, moi, je crois que ça, c'est un peu de discours à dormir les gens debout. Aucun pays au monde s'est développé par ces manières un peu. Donc, mettons-nous ensemble, travaillons pour le pays. Tous ces plans-là, c'est-à-dire que je reviens en RDC, il y a eu dans des temps de Mobutu, PAM, programme, machin, tous ces trucs-là. Ils avaient beaucoup énuméré un peu le projet Bukanga Alonso, tout ça. En pays, en soi, le gouvernement n'est pas appelé à s'engager dans l'agriculture. Ces branches est réservée au privé. On a une grande partie des terres arables, comme tout le monde l'a dit. Donc, la seule chose à faire, organisons-nous. Il y a plusieurs provinces comme ça. Faisons ainsi que le privé puisse s'en sortir, travailler là-dessus. Ça n'a rien à voir de l'État. Un exemple simple, il y a l'histoire un peu de poissons, tout ça en Namibie et consorts, aussi pas Zimbabwe. Ça n'a pas été parce que l'État s'est impliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je crois que les domaines en question, il faut que l'État s'organise. Il faut cette histoire-là, laisser au privé. Faisons ainsi que le privé puisse avoir un peu cet argent-là et des hectares très importants et des machines qui puissent cultiver. Ce n'est pas seulement du maïs. On en parle du maïs, il y a plusieurs denrées alimentaires qu'on peut cultiver. Donc le 1 milliard, c'est très intéressant. Mais quand on parle comme ça, 1 milliard au gouvernement, je ne crois pas que cet argent va finir dans le main des agriculteurs. Donc la seule chose à faire, organisez-nous, donnons des portions de terre à chacun de vrais agriculteurs ainsi que de machines, et ça ira. Mais quand vous mettez l'État dans l'affaire, en tout cas, je vous dis clairement que ça sera comme un fiasco comme d'habitude. Donc la meilleure des choses, le privé dans tout le pays du monde, aux États-Unis, en France, dans tous les pays développés, c'est ce qui a marché. J'ai un exemple à donner. La Chine, dans les années qui ont commencé le début, ils avaient fait ça. C'est l'État qui organisait tout avec les Russes, mais ça n'a pas marché. C'est comme maintenant, combien de plans que l'État a amassés et l'argent qu'ils ont fait sortir en RDC, seulement, ce n'est pas seulement le maïs. Beaucoup de plans ont échoué. Et deuxièmement, je dirais aussi, quand on est en train de parler, l'agriculture en Europe, c'est quoi? Il y a les pesticides, les produits chimiques, tout ça, il faut en mettre. Donc, on peut donner l'argent aujourd'hui. Ces gens-là, ils ne sont pas encore instruits. Il n'y a pas aussi des produits chimiques nécessaires pour pousser vite.
Donc, il faut aussi une pédagogie, il faut aussi importer une main-d'œuvre étrangère aussi pour que cette histoire fonctionne. Mais quand on va sortir là 1 milliard aujourd'hui, ben, tout le monde deviendra aussi agriculteur, je vous dis déjà à l'avance. Tous les politiques deviendront agriculteurs, et leurs femmes, leurs enfants, ils deviendront des agriculteurs aussi demain. Donc, les 1 milliard, je ne sais pas si on verra encore les couleurs. Donc, la meilleure des choses, organisons-nous, portion de terre, et donner cet argent aux vrais agriculteurs. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je vois 2, 3 qui font aussi l'agriculture parce qu'ils sont politiques. Mais bon, ça sera un cercle vicieux comme d'habitude. Donc, ce n'est pas ça qui va se passer. La meilleure des choses, organisez-nous. Importons aussi une main-d'œuvre étrangère. Comment est-ce que les autres font? Les pays développés, comment est-ce qu'ils arrivent à produire? C'est ce que nous, on a. Et les machines, le matériel aussi, agricole, il faut l'amener. C'est qu'il faut vraiment, je crois que pour l'instant, ils sont mal partis avec 2 millions que j'entends parler, 200 millions qui seront débloqués aussi, 1 milliard. Donc, cet argent va disparaître dans les mains des politiques ainsi que dans leur famille. Vital Kamerhe, lors de sa sortie médiatique, il y a quelques jours, en présence de Patrick Muyaya devant la presse, la rareté des denrées alimentaires, notamment celui du maïs, pousse le gouvernement congolais à une réponse musclée, celle de mobiliser 1 milliard de dollars pour un plan agricole. Là, nous sommes en train d'échanger avec l'expert financier Aimé Lambala. Aimé Lambala, plus concrètement, nous avons vu le projet Bukanga Lonzo sous l'ère du Premier ministre Matata. Oui. Matata quitte son poste de Premier ministre à la primature. Le projet va en l'eau et il y a ce poisson de la Namibie que le ministre va chercher les poissons. Ce projet va encore dans l'eau. Et là, vous êtes en train d'expliquer que la manière à aider le gouvernement, surtout le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est de ne pas créer un plan agricole par des propositions directes de l'État, que l'État ne s'implique pas, mais plutôt que l'État va à la rencontre des vrais agriculteurs, ceux qui travaillent dans les secteurs. Nous sommes dans les solutions plus concrètes. Un, pourquoi l'État doit travailler avec les grands agriculteurs? Est-ce que dans d'autres parties du monde, les États-Unis, en France par exemple, en Chine, est-ce que l'agriculture est menée à 100% par les politiques ou bien par l'État, le ministère de l'Agriculture? Est-ce que ça a déjà marché ou bien ils s'associent toujours avec les fermiers, les agriculteurs, les cultivateurs, eux qui peuvent aller habiter à Bukunge Nkela, qui peuvent habiter à Kikwit, qui peuvent habiter à Djouma, Djoulou, ceux qui peuvent faire la pisciculture vers l'équateur, Kisangani. Pourquoi l'État doit d'abord miser ou bien faire une banque agricole pour travailler avec les agriculteurs? Aimé Lambala. Oui, je disais aussi la bonne question aussi. Donc, si aux États-Unis là-bas, vous voyez un peu, je ne crois pas que l'État américain arrive à des champs pour cultiver. Donc, il n'y en a pas, même dans beaucoup de pays du monde, ça n'existait pas. Donc, cette histoire est toujours laissée au privé. Un exemple, je pourrais dire le Brésil, ils en construisent, tout ça. Il y en a beaucoup. Brésil, Argentine, tous ces pays-là. L'État intervient dans quel moment? Dans un pays développé, l'État intervient au moment où tout ce qu'ils ont cultivé, ils n'arrivent pas à produire, à écouler. Et c'est là l'État peut intervenir en subventionnant quelques agriculteurs avec, ou par crédit d'impôt, beaucoup de subsidies un peu dans l'air, s'ils n'arrivent pas à se faire financer ou rembourser un peu des crédits. L'État peut intervenir à ce moment-là. Mais pour l'instant, l'État n'a rien à voir. Parce que si vous engagez l'État dans cette histoire, je reviens encore une fois, il y avait Bukanga Lonzo, si c'était en privé, ça allait exister jusqu'à présent. Il y a eu dans les temps de Mobutu, beaucoup de choses qui se sont passées. Et maintenant, j'entends parler aussi, le président Tshisekedi est là, il y a eu même des plans agricoles. Si je reviens un peu à dire que si vous y allez poser la question au ministère de l'Agriculture, combien de milliards ont été déboursés déjà depuis 4 ans jusqu'alors? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le secteur ne peut pas être dirigé par l'État.
L'État ne peut pas être jugé parti pour l'agriculture. Cette histoire est toujours pour les privés et l'État est là pour encadrer l'encadrement ou subventionner de temps en temps. Donc, quand on parle un peu, oui, la banque agricole, j'ai entendu parler. Pour l'instant, on n'a pas une banque à nous, donc qui peut financer tout ça. Bon, quand les milliards sortent comme ça, ben, je ne sais pas, donner 1 milliard comme ça pour 2, 3 agriculteurs. Donc, je crois que c'est mal parti un peu, cette histoire, un peu avec nos politiques. Pour l'instant, laissez cette histoire au privé, organisez-nous. Important qu'il y ait même une œuvre étrangère pour qu'on puisse s'organiser. Je vis Bukangandonzo. Bon, on peut critiquer bon ou pas. Moi, je crois que pour l'instant, il y a fiasco dans cette histoire. L'État ne peut pas prendre part pour relancer l'agriculture. Les milliards sont là, donnons au privé, de vrais privés, et qui est aussi suivi. Si vous n'arrivez pas c'est-à-dire à honorer vos engagements, ben, les sanctions seront là, où vous allez rembourser l'argent de l'État. En gros, c'est ça. Donc, mettons de l'État des côtés. Je vous garantis aujourd'hui, c'est pour rien, cet argent, si on donnait, il y aura toujours échec. Je me pose un peu la question, comment tout un gouvernement se réveille du jour au lendemain en disant qu'il n'y a pas le maïs? Mais si moi en arrière, 1 an, il y en avait, comment tout de suite là, on se mobilise comme il n'y en avait pas? Il y en avait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, diriger, c'est prévoir. Il fallait prévoir à l'avance combien, moi j'ai suivi les discours des chefs de l'État, ils parlent d'agriculture, il y a agriculture, tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prévu? Il fallait qu'ils prévoient aussi qu'on avait besoin de maïs et qu'on soit pour les gens du Katanga et Mbujimaï. Donc ce n'est pas seulement eux qui en mangent, toute la population. Je vous ai suivi hier avec monsieur Willy Kalengai. Willy Kangilingai, il a dit il faut 1 million de tonnes, je ne sais pas si c'est combien de tonnes là, comme ça. Il faut. Et tous ces temps, il n'y en avait pas. Donc on avait ça, et comme par hasard, ça a disparu. C'est un peu drôle. Comment est-ce que tous ces temps, il y en avait, et comme par hasard, ça a disparu. Un mois, il faut envoyer un peu tous ces ministres à la recherche de maïs à l'extérieur. Donc, organisons-nous. Le bon qu'on peut en avoir, mais il faut que des gens capables d'assumer ces fonctions-là, de vrais agriculteurs. Ce n'est pas parce que demain il y a l'argent, tous les politiques deviennent agriculteurs. C'est ça qui va se passer. Moi, je crois que c'est ça. Vous êtes dans notre programme depuis les États-Unis d'Amérique. Nous sommes en connexion avec Paris. Nous recevons l'expert financier Aimé Lambala. Nous revenons après ceci. Aimé Lambala, nous arrivons à cette grande question. C'est vrai, mobiliser 1 milliard de dollars pour la relance agricole en République du Congo, selon Vital Kamerhe, est-ce que ça ne trouverait pas son sens? Parce que comment investir, amener des capitaux privés dans l'agriculture en République du Congo? Comment, par exemple, Aimé Lambala peut mobiliser des fonds depuis Paris, depuis la France, pour venir et, par exemple, rentrer dans son village, initier des projets agricoles? Comment c'est possible? Moi, je crois que c'est pas moi, l'État est là. L'État, il doit, parce que quand il veut financer un peu ces branches-là, l'État, il va mettre maintenant de structures en place, de structures en place en RDC, afin que tous ceux qui sont appelés, c'est-à-dire des gens qui vont répondre aux critères, c'est-à-dire qu'ils ont des hectares, ils ont du matériel, ils ont un passé aussi d'agriculteurs, c'est des gens comme ça qu'on peut financer. Il y en a 1 milliard. Donc, quand déjà il y a 1 milliard, ça ne sert à rien que les autres amènent l'argent. Donc, il faut d'abord que l'État, il va dire que bon, je donne 1 milliard, ben, je vais, avec des intérêts, taux d'intérêt demain, donc à 3-4%, ben, les gens, ils vont en prendre. Moi, je dis, il y a de ceux qui veulent devenir aussi agriculteurs, ils auront aussi leur capital à eux. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont travailler là-dessus, tous ensemble, avec l'État. Donc, la meilleure des choses, cet argent-là doit être canalisé quelque part dans une banque, dans un fonds. Comme ça, on va donner à tous ceux qui sont appelés à cultiver et à apporter de plus. Ce n'est pas seulement le maïs, on peut avoir autre chose, tout ça. Mais la méthode qu'on veut faire maintenant avec 1 milliard comme ça, je vous jure que cet argent va disparaître dans la nature
Et tous ces politiques demain, ils auront demain de champs de maïs. Donc faisons attention dans tout ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment que l'État congolais s'organise. Il ne faut pas laisser cet argent aux mains des politiques. Il faut une structure financière indépendante ou nationale pour gérer ça. Ça n'a rien à voir de dire un ministère va gérer ça, tel ministère, ça c'est de n'importe quoi et il n'y aura pas la suite. Ça sera demain le clientélisme. La tête de quelqu'un, vous va lui donner l'argent pour financer parce que cette histoire. Un exemple, il y a l'échec récemment avec le poisson. Vous avez vu les poissons? Qu'est-ce qu'on a récolté? Rien du tout. Donc c'est presque la même chose, mais d'une autre manière. Donc il faut faire attention dans cette histoire-là. Donc, je suis contre. Aucun Congolais, moi je ne peux pas amener mon argent. Je ne m'y connais rien en agriculture. Hein. Je ne peux pas aller, même si j'ai l'argent, même si on me donnait le crédit, je ne pourrais pas. Je suis là pour conseiller, dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la croissance, la rentabilité dans cette histoire-là. Donc c'est très intéressant quand même, mais organisez-nous. Ne donnez pas cet argent aux politiques. Sinon, vous n'en trouvez pas la couleur, il n'y aura pas le revenu demain. Aimé Lambal est en train de dire que si nous laissons l'argent entre les mains des politiques, ça ne sera pas pour une gestion claire et nette, mais beaucoup pensent autrement, Aimé Lambala. Beaucoup pensent qu'il est possible de créer une structure où on peut associer, par exemple, la FEC avec sa structure qui regroupe les entrepreneurs ou les hommes d'affaires dans le domaine de l'agriculture. Est-ce que la FEC aussi peut être concernée dans cette manière de voir la relance du plan agricole en République démocratique du Congo? Non, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut chercher 5 ou 10 meilleurs agriculteurs au pays, 10 dans 3-4 régions, 10 comme ça, qui sont capables de générer. Parce que si vous laissez cet argent dans une structure comme FEC ou ministère comme ça, on ne verra pas la couleur. Ce sera les dossiers gauche-droite, on ne saura pas y aller. La meilleure des choses, Mais il y a l'IGF maintenant. Oh, l'IGF, ça n'a rien à voir, hein, parce que l'IGF ou pas, ben, moi je crois que la meilleure des choses, tous on est là, regardez l'IGF, bon, je ne suis pas contre eux, ben, ils peuvent toujours regarder demain. Mais si l'argent est donné à un privé, il va travailler, il sait que j'ai l'argent de quelqu'un et je dois rembourser demain. Mais si on laisse aux politiques ou aux FEC, là, FEC, ça ne les concerne pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent de l'État, comme celui de la FPI. La FPI n'a jamais vu la couleur. Il y a beaucoup de contentieux aux tribunaux avec Oui, l'argent de la FPI. oui, moi je crois qu'avec FPI, je peux être mettre au milieu entre les deux. Hein. FPI est aussi, il a manqué aussi de quelques ingénieries financières auprès d'FPI parce que il y a beaucoup de choses que moi je pourrais aussi reprocher à FPI. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, je reviens d'abord à l'agriculture en disant que donc, il faut donner l'argent aux gens compétents qui sont capables de travailler et il y aura un suivi. Prenons seulement 10 agriculteurs au niveau national. On sait on a 10 personnes qu'on a donné l'argent. On peut facilement suivre les 10. On sait les 10, c'est bon, on peut facilement suivre. Mais si vous faites quelque chose à dispatcher à tout le monde comme ça, par des structures un peu administratives, tout ça, on n'en verra pas la couleur. Donc, comme tu disais maintenant que tout à l'heure, tu m'as dit FPI, oui. Je reviens pour FPI, c'est toujours l'argent de l'État. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours dit ça. FPI, c'est quoi? C'est une structure financière donc, qui est là pour donner, financer les entreprises. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a deux choses qui se passent dans ce pays-là. Un, la monnaie nationale, c'est une monnaie inflationniste. L'FPI, je ne sais pas, il donne un crédit en dollars ou en francs congolais. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Le deux monnaies ou en francs congolais? L'FPI. Les crédits en francs congolais en dollars. Je ne sais pas, il donne dans quelle monnaie. Ils donnent souvent en dollars. Ok, en dollars. Ok, voilà. Il y a un point maintenant. Il y a d'abord quand on vous donne 100 000 dollars aujourd'hui, 100 000 dollars, l'FPI, c'est quoi? C'est-à-dire que pour pousser les entreprises demain à avoir une bonne rentabilité, c'est-à-dire que c'est ça que l'FPI. Mais quand l'FPI vous donne 100 000 dollars, tout de suite là, qu'est-ce qui se passe? Au niveau local, vous travaillez avec le franc congolais, une monnaie inflationniste. Qu'est-ce qui fait quand j'ai l'argent d'FPI, il faut que j'achète dehors ou à l'exportation. Il y a un problème maintenant des taux d'échange, c'est-à-dire que taux d'échange réel
qui dépend plus des exportations par rapport à l'importation. Ce qui veut dire que quand j'ai ces dollars-là, je vais aller acheter à l'extérieur. Quand j'achète à l'extérieur, il faut revenir au pays. Je reviens au pays, ça va se passer comment? Je vais vendre en francs congolais. Avec la fluctuation du dollar et le franc congolais, parce qu'avec l'ancrage du dollar et le franc congolais, ce qui veut dire que toute personne qui endette une monnaie étrangère est perdant. Vous faites le concert de commerce dans une monnaie étrangère, perdant. Le crédit s'obtient en monnaie nationale, pas une monnaie étrangère. Alors, nous, le problème qui est là, on vous donne les dollars, vous travaillez avec le franc congolais, ça sera difficile de s'en sortir demain. Comment rembourser? Alors, à l'inflation des hausses à la baisse, déjà, les taux d'échange fixes est difficile, le taux d'échange réel qui est difficile, c'est-à-dire que ça revient plus aux exportations par rapport aux produits importés par rapport à la production nationale. Donc, c'est qu'il sera difficile demain de s'en sortir. Qu'est-ce que les FPI devaient faire? FPI devait faire comment? FPI, d'abord, quand je donne 100 000 dollars à M. Saint-Forin pour son entreprise, je lui dirai comment. Mais si je trouve qu'il n'arrive pas à s'en sortir, je vais faire comment? L'FPI va en faire à ce qui est une autre ingénierie financière. C'est-à-dire qu'il peut dire à l'entreprise Sephora, disons, monsieur Katende, je vous ai donné 100 000, vous êtes incapable d'acheter ou de rembourser. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, OK, il entre dans le capital de l'entreprise de FPI, de M. Saint-Forin. L'FPI entre dans votre capital, c'est-à-dire il prend peut-être 10% par rapport à l'argent que vous octroyez. Et cela vous pousse quoi? À ne plus rembourser pour un certain temps. Si l'entreprise devient demain productrice, il y a la croissance demain, l'FPI, au bout de 2-3 ans, il dit, OK, moi, je quitte la navire, je prends ma part et je laisse l'entreprise continuer. Mais ce qu'eux, ils font là-bas, c'est vraiment un matraquage. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une raquette bien déterminée. Donc, raquettage trop fort pour les entreprises. Donc, investir dans un État, prenez en crédit une monnaie étrangère qui est les dollars, c'est suicidaire. Je conseille à tous ceux qui font là, parce que ce n'est pas bien de prendre en crédit une monnaie étrangère. Mais comment ils peuvent prendre en monnaie locale, vu la frustration du monnaie locale, elle va fluctuer dans le temps, dans l'espace, tandis que si j'ai 100 dollars, 100 dollars est toujours 100 dollars, même si la valeur en francs congolais change. Oui, mais l'économie, le problème est là. L'économie congolaise a deux monnaies, le dollar et les francs congolais. Les francs congolais, le dollar maintenant, c'est ce qui fait qui détruit maintenant l'appréciation de la monnaie nationale. Ce qui veut dire que pour les taux d'échange réel, ça détruit maintenant l'investissement en francs congolais. Donc le franc congolais, c'est une monnaie quand même, je vais dire. Mais il y a un problème avec ces francs-là. Pourquoi? Parce que ça ne remplit pas les trois critères de la monnaie. C'est-à-dire unité des comptes, intermédiaire revenu de change, intermédiaire d'échange aussi. Bon, je confonds un peu. Unité des comptes, revenu de valeur, ainsi qu'intermédiaire de change. Donc, le deux, ça a rempli. Mais le franc congolais, ça n'est pas une monnaie d'investissement. Malheureusement, on ne peut pas investir en franc. Pourquoi? Parce que la Banque centrale n'applique pas une bonne politique monétaire, malheureusement. Et l'État congolais aussi a part des responsabilités. Ce qui veut dire que la monnaie nationale perd de la valeur au niveau national. Parce qu'il y a la symétrie avec les dollars. Parce que le dollar est là, on croit que notre monnaie est une monnaie un peu forte, mais elle n'est pas forte. Parce qu'on ne peut pas investir dans une monnaie avec le franc congolais. On ne peut même pas acheter une maison avec le franc congolais, malheureusement. Mais de petites choses, on peut en acheter. Donc, c'est-à-dire que l'État congolais a fait que les dollars puissent être une monnaie nationale au détriment du franc congolais. Ce qui veut dire qu'investir en franc congolais, prendre en crédit en franc congolais, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Vous êtes en train de nous l'expliquer. Mais lorsque nous regardons, par exemple, pour prendre un cas pratique, nous sommes dans les transactions internationales. Vous remarquerez, par exemple, le Brésil, la Chine et d'autres pays vont commercer dans un monnaie tel que le yuan, par exemple, avec la Russie. Vous voyez certains pays qui vont pouvoir commercer dans une monnaie autre que le dollar, par exemple, suite à la guerre en Ukraine. Vous le savez, est-ce que la RDC ne peut pas suivre, par exemple, ce qui s'est fait actuellement avec la crise russe, où les pays sont en train de commercer dans une autre monnaie que le dollar pour donner de la force dans leur monnaie?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc économiquement, monétairement? Qu'est-ce qu'il faut dans ce pays-là? On n'a pas de cash, mais on peut en créer ce cash-là en monétisation un peu de de nos minéraux à hauteur de 100, 150, 500 milliards comme ça. On peut le faire. Pour faire quoi? Pour réduire un peu l'influence du dollar dans l'économie réelle. C'est ce qu'il faut faire. Et quand on réduit l'influence du dollar, on peut faire peur comme les autres. Parce qu'il y a un problème dans ce pays-là que vous parliez, là, Brésil et consorts, parce qu'ils ont d'abord en interne une croissance, ils produisent localement. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des liquidités en interne. Il y a quand même une monnaie locale qui est vraiment une monnaie d'épargne, si on peut parler dans l'air monnaie. Nous, on n'a pas ça. Je dis que nous, on est plus dans l'export et pour recevoir un peu de ces liquidités en dollars demain. Donc, eux, ils ont vraiment l'air monnaie en interne. C'est-à-dire qu'en interne, il faut en interne aussi, endogène, ils peuvent vraiment récolter de quoi? Tout ce qui est dividende ou tout ce qui est aussi, je dirais aussi, taxes, ainsi que de taxes pour les entreprises, tout ça, ainsi que les impôts. Mais nous, on n'a pas, malheureusement. Donc, on ne peut pas comparer ces pays. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Il faut monétiser nos minéraux. En monétisant nos minéraux, on fera assez que réduction un peu l'influence du dollar dans l'économie réelle et dans l'économie internationale chez nous. Et après cela, on aura quand même de liquidité qui fait qu'il faut faire apprécier le franc congolais. Parce que chez nous, la difficulté, elle est là. On ne peut pas faire stériliser le franc congolais. Ça peut être non stériliser. On peut ne pas stériliser le franc congolais, ni le faire stériliser à la fois. Donc, le ciblage est difficile dans cette monnaie-là. Pourquoi? Parce que la Banque centrale et le ministère des Finances, ils ne sont pas en mesure de sécuriser ces monnaies. Ils ne sont pas en mesure de stabiliser le franc congolais dans l'économie réelle. Parce que l'effet d'avoir des dollars, ils sont contents. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut réduire l'influence du dollar un peu au niveau national pour que les francs congolais puissent être appréciés au niveau local dans les transactions de tout le temps et une monnaie d'épargne est la meilleure des choses qu'il faut faire en premier lieu. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans notre programme One Day, One Way, Wangila Connexion depuis les États-Unis d'Amérique à Dallas. Nous sommes en connexion avec Paris, en France, avec l'expert financier Aimé Lambala. Est-ce qu'il est possible que l'État, à lui seul, l'État congolais, puisse mener la relance du secteur agricole? Est-ce qu'il ne doit pas travailler de concert avec les experts dans le domaine, les privés dans le domaine de l'agriculture, les fermiers, les agriculteurs? Est-ce qu'il n'y a pas une manière autre que cela à trouver une solution ou c'est seulement se reposer sur l'État congolais, l'État-providence? Et là, nous recevons notre expert financier depuis Paris et nous revenons après cette émission. Nous sommes avec vous dans ce programme. Nous allons ouvrir une petite parenthèse sur le budget de l'État congolais, les 16 000 milliards de dollars qu'ils avaient dit qu'ils pouvaient mobiliser. Vous étiez parmi les rares personnes sur ce plateau à dire que ça ne faut rien, ils ne vont pas y arriver. Et même moi, j'avais certains doutes à vos propos parce qu'il y avait des professeurs d'université qui avaient démontré noir sur blanc en appuyant Nicolas Kazadi, argentier de la RDC, que cela était possible. Il y a eu des émissions sur la chaîne nationale RTNC, sur les grands plateaux de Jean-Marie Kassamba, ainsi de suite. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est la Banque mondiale qui a fait peur pour dire que non, vous ne pouvez pas y arriver? Peut-être beaucoup de gens pensent à travers le monde, c'est une injonction de la Banque mondiale pour que l'État congolais respecte ses engagements envers la Banque mondiale. Aimé Lambala, qu'est-ce que vous allez nous dire? Parce qu'il y a aussi un autre plan, par exemple, celui d'1 milliard pour la relance du plan agricole en République démocratique du Congo. Oui, mais je me souviens encore, je regardais, c'était le 2 octobre, comme ça, on a fait une émission avec vous.
2022, il y a eu 14 à 16 milliards, comme tout le monde applaudissait, tout ça. Moi, je vous ai dit, c'est impossible. J'ai impossible. Les gens m'ont taxé de tous les noms. Oui, on peut avoir 20 milliards, 30 milliards, si on arrive à bien travailler. Mais ce n'était pas possible à cet instant-là. Parce que le budget, moi, je donnais un conseil aujourd'hui, il faut retenir ça aussi. Un budget, c'est qu'on soit négativement pour être surpris positivement l'année de l'exercice. Il faut qu'ils retiennent ça. Faisons un budget négativement, proposition négativement, pour être surpris positivement l'année des exécutions. Mais il ne faut pas faire le contraire. Si vous croyez que ça va y aller, parce que vous dépendez plus de l'importation, l'exportation plutôt des bons minéraux. Alors, l'économie mondiale, je vous ai dit que l'année dernière, 2022, c'était difficile. Il y a eu chaos, la Chine a fermé, beaucoup de choses. Mais je vous ai dit, j'ai suivi un professeur d'université qui disait que c'est magnifique, le Congo, 16 milliards, machin. Je me suis fait un peu hué par certains en disant oui, c'est possible. Oui, c'est possible, il faut travailler, il faut relancer beaucoup de secteurs, macro, tout ça, consommation interne, investissement local. Là, on paie avec une monnaie très forte. La monnaie forte, les importations directes, les investissements directs de l'étranger, et là, ça peut y aller. Mais il faut aussi une main-d'œuvre locale développée, une bonne main-d'œuvre. Les systèmes financiers, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment mettre en place, système macro surtout. On n'a pas un bon système macro, on n'a pas quelque chose d'intéressant, il n'y a pas main-d'œuvre, les pouvoirs d'achat est faible, et surtout, je vais apprendre quelque chose aujourd'hui, que recette d'État, ça n'existait pas, c'était les entreprises d'État sont des entreprises zombies, c'est-à-dire ces entreprises qui prennent toujours le charge, qui laissent la charge à l'État, donc c'est-à-dire aux contribuables privés et miniers. Les entreprises d'État sont tous des entreprises en faillite, ce qui veut dire que c'était impossible d'avoir 15 milliards ou 16 milliards. Moi, j'avais dit, c'est faut rien. Si vraiment on arrive à bien travailler, ça peut être 7 à 8 milliards, moins de 10 milliards, c'était le cas. On peut avec les aides. Mais ils n'ont pas cru, ils ont dit que ça sera 16 milliards, c'est une première, tout ça. Même des profs d'université disaient ça. Et je vous ai dit, la meilleure des choses, au mois de janvier, il faut que le Parlement parle aussi de rectification budgétaire l'année prochaine, donc 2023, mais personne n'a fait ça. Mais comme par hasard, il faut que les FMI et consorts reviennent en disant que vous avez mal fait, vous avez été trop gourmand, vous avez été trop expansif. Malheureusement, un État comme ça, avec tous ces éminents professeurs que je respecte, je suis désolé d'accepter des choses comme ça. C'est du populisme, oui, mais il faut toujours respecter. Donc, faisons la politique, ils font la politique, il faut aussi respecter le peuple congolais en disant la vérité d'un point de vue économique, financier. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à parler de la finance si tu n'es pas capable de récolter des bonnes informations, amener ces informations utiles à la population. Aimé Lambala, nous vous avons suivi. Est-ce qu'une question, hein, donc ce n'est pas seulement la RDC en particulier, est-ce qu'un État peut être en faillite, il n'y a pas d'argent dans les caisses, on ne sait pas payer les fonctionnaires, on ne sait pas trouver des solutions. Est-ce qu'un État peut être en faillite où il n'y a pas d'argent? Non, un État ne peut pas être en faillite, ça n'existait pas. L'État, toujours, si on dit qu'il y a un problème, donc il n'arrive pas à payer ses dettes, oui, dettes à l'extérieur, ça peut arriver. Mais en faillite, non, parce que un État est capable de produire sa monnaie, imprimer la monnaie, tout ça. Donc c'est difficile. On le dit quand même étant en faillite, un État ne peut pas être en faillite. Impossible, parce qu'il y a toujours, il émet la monnaie, les banques commerciales créent la monnaie, tout ça, c'est qui veut dire que c'est impossible. Oui, si on dit qu'un État en faillite, c'est quasi impossible. Ça n'existe pas un État en faillite. Un État est incapable de honorer ses engagements à l'extérieur, c'est-à-dire de payer ses dettes souveraines. Oui, ça peut arriver. Mais parce que manque de liquidité étrangère, c'est-à-dire des devises étrangères, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des problèmes. Mais il a sa monnaie, ce qui veut dire que l'économie locale peut tourner toujours parce que la monnaie est là. Si la monnaie venait de l'extérieur, donc il y aura toujours des recettes fiscales en interne. Donc un État ne peut jamais être en faillite. Là, c'est exclu. Ça n'a jamais existé. Si un État ne peut pas être en faillite, mais pourquoi reprocher aux États africains surtout de pouvoir s'endetter, d'aller chercher des financements par-ci, par-là, pour soutenir, par exemple, un projet agricole d'1 milliard? Parce qu'on n'est pas capable de créer de la valeur chez nous. C'est simple. On est incapable de créer de la valeur. Moi, je dis quelque chose de simple. Si on arrive à monétiser nos minéraux, on peut avoir 500 milliards en interne.
pour réduire un peu l'influence du dollar. C'est ce qu'il faut faire. Il faut apporter de nouvelles ingénieries financières. Il faut associer les autres qui peuvent apporter en plus. Mais si vous êtes toujours là, on dit qu'on... Parce que au Congo, ça me fait rigoler tout le temps quand je vois un peu, on dit qu'on est le programme des FMI, ils vont donner 300 millions, 200 millions. Et les ministres s'applaudissent, ils disent qu'on est dans le programme des FMI. Mais c'est Pourquoi pas triste. s'applaudir parce que c'est de l'argent qu'ils peuvent utiliser Oui, pour mais un est-ce que projet. l'RDC manque des 100 millions? Il y en a. On ne manque pas des 100 millions. Créons de la valeur. Il y a l'effort Le à la dessous. guerre, il faut financer la défense nationale. Il y a Mais tous je ces... vous dis, Vous avez même vu une période où les fonctionnaires n'étaient pas payés. parce que on est incapable de relancer la machine économique au niveau national. Il faut créer de la valeur au niveau national. Il faut investir au niveau national. Il faut créer des débouchés au niveau national. Il faut créer de l'emploi. Il faut la formation. Il faut investir localement. Les milliards qu'on va injecter à l'extérieur, investissons en interne. C'est ce qui va créer de la valeur endogène et il y aura la productivité de demain. Et aussi un franc congolais fort. Le franc qui est là à 230, il faut la faire déprécier un peu pour qu'elle puisse pour qu'elle soit appréciée après. C'est la seule chose qu'il peut faire. Mais aujourd'hui, on est en train de dire 1 milliard et qu'on sort tout ça, nos politiques disent ça. Mais c'est simple, on peut relancer la machine économique en interne, en investissant. Il y a plusieurs critères pourquoi ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait l'investissement direct étranger. Il ne peut pas venir parce qu'il y a des problèmes politiques, des gens qui s'entretuent, il y a des grèves par-ci par-là, il y a IGF qui crie qu'il y a des voleurs, tout ça. Un investisseur ne viendra pas. Et il y a aussi la dette intérieure. Toi, tu viens dans un État que l'État congolais est incapable de rembourser la dette. Mais comment est-ce que je vais dire un État comme ça? L'État est insolvable. En premier, l'État congolais est insolvable pour la dette intérieure. Vous pourrez lancer la machine économique. Ils disent que oui, je paye donc sous les manteaux par rapport à si tu connais un peu quelqu'un au ministère, donc tu es payé. Mais si tu n'es pas connu, donc on te jette dans la rue. Donc on peut relancer la machine économique, mais il faut qu'il y ait vraiment des gens capables de le faire. Si on arrivait à le faire, donc ça va y aller. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. On croit toujours à l'extérieur. Moi, ça me fait marrer quand j'entends parler que on dit tout le temps que oui, on est en problème des FMI, ils vont nous donner l'argent, tout ça. Tout le monde est content. Mais ça, c'est triste, ça. En pays des assistés, il n'y aura pas de vrais investisseurs. Personne ne viendra dans un pays comme ça. Vous êtes content pour 200 millions, 1 million de dollars. Mais vous avez cet argent. Et les 16 milliards viennent d'où? Si on était capable d'avoir 16 milliards, on est capable d'avoir 16 milliards et on est en train de parler de 600 000 à l'extérieur de la Banque mondiale. Mais c'est triste, c'est pas rien. Changeons nos dirigeants. Il faut avoir des gens compétents. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas incompétents. Des gens qui peuvent apporter en plus. Malheureusement, pour l'instant, ils peuvent faire quelque chose, mais ils ne veulent pas, malheureusement. Aimé Lambala, c'est déjà la fin de notre rencontre. On n'a pas vu le temps passer. Quel est le conseil que tu peux partager, par exemple, à Vital Kamerhe, aux membres du gouvernement et à tous ceux qui veulent recevoir de toi un apport pour faire le choix judicieux concernant les investissements en République démocratique du Congo? Moi, je crois que pour l'instant, il faut changer beaucoup de choses. La politique macro en interne, d'abord, en premier lieu, querer politique, c'est déjà pas bon. Il faut éviter ça. Il faut investir localement dans des entreprises créatrices de richesse. Je peux donner un exemple simple. L'État congolais n'a pas l'argent. Mais la seule solution, il y a des entreprises qui sont créatrices de richesse pour l'instant, c'est les télécoms. Pourquoi pas prendre 10% dans chaque entreprise de télécom? Si l'État congolais dit 15%, 15%, il a 60% des 4. C'est-à-dire qu'il y aura une liquidité permanente tout le temps des dollars qu'on peut en avoir. Ça, c'est les services. On développe des services. L'État, quelque chose comme ça. Il faut deuxièmement qu'il y ait l'économie des proximités. Les proximités, c'est quoi? On a 2 provinces comme ça. Il faut maintenant qu'il y ait 2 banques locales de proximité. C'est-à-dire que les gens sont proches de leur province, de leur banque. Malheureusement, toutes les banques qui sont au Congo, elles sont étrangères. Il faut aussi créer un marché de crédit qui n'existait pas. Quand vous parlez un peu d'aller emprunter 200 millions, 1 milliard à l'extérieur, parce qu'au niveau local, il n'y a pas d'argent. Mais si on arrive à créer un marché de crédit en interne, il y aura une liquidité très forte. Il faut monétiser aussi nos minéraux. Ça va rapporter de liquidité et cette liquidité-là doit faire réduire un peu l'influence du dollar.
Et tout ça, il faut investir localement. Quand on investit localement, on a des usines localement, ça peut apporter en plus, il y aura quoi? Il y aura stabilité de la monnaie, obligatoirement, la Banque centrale doit stabiliser la monnaie. Il y a aussi, quand j'entends parler, le Trésor, le ministère des Finances s'endette tout le temps avec le bon du Trésor tous les mois. C'est très bien, mais ce n'est pas bien dans une économie. Cet argent-là n'est pas un argent, ce n'est pas l'argent commercial, mais ça influe quand même dans l'économie. Malheureusement, ça n'apporte pas l'effet multiplicateur. Tous les mois que l'État prenne un peu des bons du Trésor, ça n'apporte rien du tout. Ça ne participe pas à l'économie locale, c'est-à-dire qu'il pour des dépenses contraignantes de l'État. Mais malheureusement, que ça ne participe pas à l'économie réelle. Mais tout le monde n'en profite pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment changer, apporter autre chose, créer. Si aujourd'hui, excuse-moi un peu, je vais terminer là-dessus. Si vous voyez, on en parle de la Chine et qu'on sort, il faut un programme, un plan du développement. On dit plan de développement comment? C'est-à-dire que même les grandes nations, je pourrais dire, hein, les grandes nations, on en parle en Europe, le plan Maréchal, si ça marche, le plan Maréchal américain. Les Japon aussi a connu un plan Maréchal, tu sais ça? Les Japon a connu, c'était le Dodge, plan Dodge qui a fait que les Japon est devenu, c'est Dodge, on appelle ça, plan Dodge. Il y a eu la Chine aussi, la Chine. La Chine est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'il y a eu les Russes, ils sont partis en Chine avec 156 projets. Dans les années-là, les Chinois, les Russes, ils ont emmené la technologie, 18 000 Russes, ingénieurs, médecins, tout ça, pour aider les Chinois. Il nous faut une main-d'œuvre étrangère aussi qualifiée chez nous. Entre nous, il n'y en a pas. Comment sont ça? Il faut une main-d'œuvre étrangère qualifiée. La Chine, s'il n'y avait pas les FMI, même la Banque mondiale dans les temps, ils ont donné beaucoup d'argent aux Chinois avec 0,75% donc de taux au remboursement parce qu'il y avait parce que la Banque mondiale, ils donnent le crédit comment? Si vous êtes nombreux, les taux de 0,75, 0,75% parce que vous êtes nombreux, donc la population étant nombreuse, on donne l'argent facilement. La Chine a beaucoup profité, mais ils étaient intelligents. Ce n'est pas cet argent qu'ils ont fait sortir à l'extérieur. Et en fin de compte, si je donne le conseil aussi, la Banque centrale, la politique congolaise, il faut 3 méthodes. C'est-à-dire que les taux d'échange est flottant. Malheureusement, pour une économie, une petite économie, ça sera toujours difficile. Et on a un régime de politique monétaire à deux parties. Il y a le taux d'échange ainsi que les réserves d'échange, ainsi que les réserves d'échange et les taux d'échange. Nous, on applique les taux flottants, mais on a aussi les taux caisse, ce qui sera difficile. C'est-à-dire que l'argent qu'on a dans le réserve d'échange, il faut toujours échanger ça avec les taux flottants. En taux flottant, la monnaie n'a jamais été stable. C'est comme le franc, on ne sera jamais stable parce qu'on a un taux flottant. Il faut que les taux, là, régime d'échange soit fixe ou flottant de temps en temps, mais pas flottant, parce que le taux flottant, ça veut dire que ça déprécie tout le temps les francs congolais sur les marchés d'échange. Parce que l'État congolais ne peut pas intervenir tout le temps. Il n'y a pas de réserve d'échange importante. C'est qu'il faut faire, il faut déprécier ces francs congolais tout le temps afin qu'il monte notre politique monétaire. Mais à chaque fois, on va rester toujours dans la revendication de la Banque centrale. Il n'y aura pas de synergiage. On ne peut pas avoir une liquidité très importante. La Banque centrale ne peut pas financer les entreprises avec une monnaie qui est inflationniste. On ne peut rien faire. Donc, la meilleure des choses, il faut que la Banque centrale et le ministère des Finances, il faut qu'il y ait l'asymétrie entre les deux pour que la monnaie ainsi que l'économie puissent être en expansif. Donc, je dirais que polyximisme monétaro-budgétaire entre les deux. Un grand merci, Emile Ambala. Merci pour la finesse de tes analyses et tes propositions pertinentes. Merci, c'est forain. Je suis là pour notre pays. À bientôt. De partout où vous avez suivi, nous avons reçu pour vous Emile Ambala. La grande question, 1 milliard de dollars pour relancer l'agriculture en République démocratique du Congo. Proposition du VPM Vital Kamere. Vous avez suivi ce magazine, vous voulez réagir, contactez-nous par le numéro que vous avez là. Vous pouvez avoir un autre son de cloche, nous sommes disponibles, que ce soit ceux du gouvernement, des experts sur la République démocratique du Congo ou partout dans le monde et tout autre sujet qui vous intéresse. De partout, vous avez suivi, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Merci. Merci.